Ils ont falsifié mes documents, mais ils ont oublié que la seule signature qui a encore de la valeur est celle de la vérité. Si vous êtes ici à la recherche d'une histoire qui va bouleverser vos émotions et vous faire remettre en question tout ce que vous savez sur la confiance familiale, vous êtes au bon endroit. C'est une histoire vraie qui va vous couper le souffle. N'oubliez pas de liker cette vidéo si l'histoire vous touche, et dans les commentaires, dites-moi, avez-vous déjà vécu une trahison familiale? Commençons. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 64 ans, et ce que je vais vous raconter est l'histoire de ma vie ou plutôt, l'histoire de comment j'ai découvert que ma vie était un mensonge soigneusement orchestré. C'était un jeudi après-midi gris de fin octobre à Lyon, quand mon téléphone a vibré. La pluie tambourinait contre les grandes fenêtres de mon bureau dans le 6e arrondissement, et j'étais en train de réviser les calculs complexes pour un nouveau projet de construction dans le quartier de la Part-Dieu, un projet de 15 millions d'euros qui occuperait mon entreprise pendant les 2 prochaines années. Un simple message de maître François Moreau, mon avocat depuis plus de 20 ans, appelez-moi immédiatement. Urgent. François n'était pas un homme porté sur le drame ou les mots excessifs. Durant toutes ces années de collaboration, depuis que j'avais fondé mon entreprise de construction, Dubois et Fils, en 1995, il n'avait jamais utilisé le mot « urgent ». Même quand nous nous battions contre des contrats compliqués ou quand un client avait tenté de nous escroquer de 300 000 euros, François restait toujours calme et posé. Son message fit battre mon cœur plus fort. Mes mains tremblaient légèrement quand j'ai composé son numéro familier. Pierre, sa voix sonnait tendue, complètement différente de la voix calme et professionnelle que je connaissais, nous devons nous voir. Aujourd'hui même. Il s'agit de votre famille, de votre testament, de tout ce que vous possédez. François, que s'est-il passé? Quelqu'un est-il blessé? Y a-t-il un problème avec Isabelle ou les enfants? Non, Pierre. Personne n'est blessé. Mais venez immédiatement. Je ne peux pas discuter de cela au téléphone. Et Pierre, apportez votre carte d'identité. Nous devons prouver que vous êtes vivant. Ces derniers mots glacèrent mon sang. Prouver que je suis vivant? Que pouvait bien signifier cela? 1 heure plus tard, j'étais assis dans son bureau rue de la République. Le bâtiment du 19e siècle, avec ses hauts plafonds et ses meubles anciens, respirait la dignité et la tradition que j'appréciais tant chez François. Normalement, cette atmosphère m'apaisait, mais aujourd'hui tout semblait menaçant. Les lourds rideaux étaient tirés bien qu'il ne soit que 4 heures de l'après-midi, et sur son bureau en acajou s'étalaient des documents comme les preuves d'un crime. L'odeur familière de cuir et de vieux livres, qui m'apaisait habituellement, semblait aujourd'hui étouffante. Pierre, ce que je vais vous montrer va changer votre vie à jamais, commença François, ses yeux bleus habituellement calmes remplis d'inquiétude et de quelque chose que je reconnus comme de la colère. Ses mains, que je n'avais jamais vues trembler en 20 ans, bougeaient nerveusement sur les papiers. Votre épouse Isabelle et vos enfants Thomas et Sophie, ils ont tenté de vous faire déclarer mort. Les mots me frappèrent comme un coup physique. L'élégant bureau sembla tourner, les meubles anciens se brouillèrent devant mes yeux, et je m'agrippai à l'accoudoir du fauteuil en cuir pour ne pas tomber. Que dites-vous? C'est impossible. Il poussa vers moi une épaisse liasse de papier. Les documents sentaient l'encre fraîche et me semblaient froids. Voici la demande officielle de déclaration de décès, déposée il y a 3 semaines au tribunal de grande instance de Lyon. Et voici. Il désigna d'un doigt tremblant un autre document, un testament dans lequel vous léguez prétendument tous vos biens à votre famille. Mais Pierre, vous n'avez jamais écrit ce testament. Je fixai les papiers, incapable de comprendre ce que je voyais. Ma signature était là, parfaitement imitée si parfaitement que même moi j'eus un moment de doute. Mon cachet d'entreprise, que je gardais en sécurité dans mon bureau. Le papier semblait authentique, l'écriture ressemblait à la mienne, mais je savais avec une certitude absolue que je n'avais jamais vu, encore moins signé ces documents. Mais je suis vivant, balbutiai-je, ma propre voix sonnant étrange et lointaine à mes oreilles. Nous le savons tous les deux. Mais selon cette demande, vous avez disparu depuis 6 mois. Votre famille prétend que vous n'êtes jamais revenu d'un voyage d'affaires à Prague. Ils ont même déposé une déclaration de disparition détaillée à la police, en voici la copie. Regardez cela. François me montra le document de police.
Il était terriblement détaillé, mes vêtements le jour où j'avais prétendument disparu, mes bagages, même une description de mon état émotionnel. Isabelle avait dit à la police que j'étais récemment devenu dépressif et confus. Ma tête tournait tandis que les souvenirs revenaient. Il y a 6 mois, j'étais effectivement allé à Prague pour conclure un contrat lucratif pour la construction d'un centre commercial. C'était un contrat important qui avait rapporté 1,2 million d'euros à mon entreprise, l'un des plus gros contrats de notre histoire. Mais j'étais revenu après 3 jours, comme prévu. Je me souvenais exactement comment Isabelle m'avait accueilli à l'aéroport Saint-Exupéry, comment elle m'avait embrassé, comment nous étions allés ensemble dans notre restaurant préféré, le Bouchon des Filles, comment elle m'avait raconté sa journée, comme tout semblait normal. François, c'est impossible. J'étais là tout le temps. Je travaille tous les jours dans mon bureau, j'ai des réunions, je visite les chantiers. Pierre, m'interrompit-il doucement mais fermement, quand êtes-vous allé chez vous pour la dernière fois? Vraiment chez vous, pas seulement pour prendre des vêtements ou chercher des documents. La question me frappa comme un éclair de lucidité. Je réfléchis intensément, fouillant mes souvenirs des derniers mois comme un détective cherchant des indices. Depuis le printemps, je dormais effectivement presque toutes les nuits dans mon bureau, travaillant tard dans la nuit sur le grand projet de construction à la Part-Dieu, un complexe résidentiel de luxe de 120 unités qui nécessitait toute mon attention. Isabelle n'avait pas seulement compris cela, elle l'avait même encouragé. « Tu travailles si dur, chérie », avait-elle dit. « C'est mieux si tu restes au bureau, plus près du chantier. Je ne veux pas te déranger. » Elle avait même suggéré que je reste là-bas, m'avait acheté une petite machine à café et un fauteuil confortable pour le bureau. Mes enfants, Thomas et Sophie, tous deux dans la trentaine, me rendaient rarement visite. Thomas était prétendument occupé avec son cabinet médical dans le 6e arrondissement, et Sophie venait d'avoir son 2e enfant et était débordée par le congé maternité et la garde des enfants. Ils étaient occupés avec leur propre vie, pensais-je. C'était normal pour des enfants adultes, non? J'y suis allé il y a 2 semaines pour prendre des vêtements d'hiver, répondis-je avec incertitude, essayant de me souvenir des détails. Et il y a 1 mois, pour récupérer des documents importants de mon bureau à domicile. Et avez-vous vu quelqu'un? Avez-vous parlé à votre famille, aux voisins? Non, la maison était vide. Isabelle était chez sa sœur à Grenoble, a-t-elle dit. Une urgence familiale. Les enfants n'étaient pas là non plus. Thomas avait une conférence, et Sophie était chez ses beaux-parents avec les enfants. François hocha la tête sombrement et prit des notes détaillées. Pierre, je crois que votre famille vous a systématiquement écarté de votre propre vie. Regardez ceci. Il sortit d'autres documents d'un épais dossier. Des relevés bancaires du Crédit Lyonnais, de la Société Générale, même de mon compte privé à la BNP Paribas. Mon compte d'entreprise principale, qui contenait normalement entre 800 000 et 1 million d'euros, le résultat de 40 ans de travail acharné, était presque vide. Il ne restait que 12 347 euros. Où est mon argent? Demandai-je d'une voix étranglée, feuilletant les relevés de mes mains tremblantes. Des virements à votre épouse et vos enfants. Regardez attentivement, 200 000 euros à Thomas pour ses prétendues extensions de cabinet et nouveaux équipements médicaux. 150 000 euros à Sophie pour sa nouvelle maison à Caluire-et-Cuire et l'équipement pour les enfants. 300 000 euros à Isabelle pour des frais de ménage extraordinaires, des traitements médicaux et des urgences familiales. Tous avec votre prétendue autorisation et signature. J'étudiais intensément les bordereaux de virement. Ma signature, encore parfaitement falsifiée. Mais les dates correspondaient à des moments où j'étais définitivement dans mon bureau, où j'avais des réunions importantes, visitais des chantiers, négociais avec des clients. J'avais des alibis pour chaque jour. François, je n'ai jamais autorisé ces virements. Je ne savais même pas que Thomas voulait agrandir son cabinet. Et Sophie ne m'a jamais dit qu'elle achetait une nouvelle maison. C'est ce que je pensais. Pierre, il y a encore plus. Beaucoup plus. Il me montra d'autres documents qui ébranlèrent encore plus mon monde. Ma maison à Caluire-et-Cuire,
la maison que j'avais achetée il y a 25 ans et rénovée de mes propres mains, où mes enfants avaient grandi, où ma première épouse Marie avait passé ses derniers jours avant que le cancer ne l'emporte il y a 10 ans, cette maison était en vente. Pour 2,8 millions d'euros. L'agence immobilière réputée Laforêt était déjà mandatée, des photos professionnelles avaient été prises, les premières visites étaient prévues pour la semaine suivante. Ils ne peuvent pas vendre cela, dis-je, ma voix devenant plus forte, plus désespérée. La maison m'appartient à moitié. Nous l'avons achetée ensemble quand Isabelle et moi nous sommes mariés. Elle est au nom des deux dans l'acte de propriété. Pas selon ce testament, répondit François en désignant le faux document. Il est écrit noir sur blanc que vous léguez tous vos biens, y compris votre part de la maison, à votre famille en cas de décès ou de déclaration de décès. Et puisque vous avez prétendument disparu depuis 6 mois. Je me levai et allai à la fenêtre, mes jambes se sentant faibles. Dehors, la vie normale continuait. Les gens se dépêchaient sous la pluie, les voitures passaient, les enfants couraient avec des parapluies colorés vers l'école. Mais mon monde venait de s'effondrer. Tout ce pourquoi j'avais travaillé pendant 40 ans, tout ce que j'avais construit, m'était volé par les gens que j'aimais le plus, en qui j'avais confiance, pour qui j'aurais tout fait. Que puis-je faire? Demandai-je sans me retourner, mon front pressé contre la vitre froide. Nous nous battons, répondit François avec détermination, et j'entendis qu'il se levait. Mais d'abord, nous devons prouver de manière irréfutable que vous êtes vivant et que ces documents sont falsifiés. Et nous devons découvrir jusqu'où va cette conspiration et qui d'autre y est impliqué. Dans les jours qui suivirent, je commençai à comprendre à quel point le plan de ma famille était raffiné, calculé et psychologiquement sophistiqué. Il ne m'avait pas simplement trompé, il m'avait systématiquement effacé de ma propre vie, comme une erreur dans un bilan qui devait être corrigé. Je me rendis à ma maison à Caluire-et-Cuire, la maison qui était autrefois notre foyer chaleureux et aimant. La rue était calme, bordée de vieux marronniers dont les feuilles brillaient dans les couleurs automnales rouge, or, brun. De l'extérieur, tout semblait normal, le jardin bien entretenu que je tondais chaque samedi, les volets blancs que j'avais repeints il y a 3 ans, la petite fontaine que j'avais construite pour Marie. Mais en m'approchant, je remarquai le panneau professionnel à vendre de la réputée agence immobilière Laforêt dans le jardin de devant. Mon cœur se serra comme si quelqu'un l'enserrait dans un poing. Je sonnai à ma propre porte. La mélodie de la sonette, pour Élise, de Beethoven, je l'avais choisie moi-même quand nous avions installé le système électronique il y a 5 ans. C'était le morceau préféré de Marie. Isabelle ouvrit après une longue minute, et son visage devint livide quand elle me vit. Elle portait une nouvelle robe que je ne connaissais pas, d'apparence coûteuse, probablement d'Hermès ou d'un créateur similaire beaucoup plus cher que tout ce qu'elle s'offrait normalement. Pierre, balbutia-t-elle, sa main s'agrippant au chambranle comme si elle cherchait un appui. Mais tu es mort, complétai-je sa phrase calmement, bien que mon cœur batte la chamade. Apparemment pas. Elle recula, ses cheveux habituellement parfaitement coiffés étaient ébouriffés, comme si elle avait dormi ou eu d'autres activités. Ses yeux étaient rougis, mais pas de pleurs, plutôt de choc et de panique. Nous pensions, tu avais disparu. La police a dit. Isabelle, parlons. À l'intérieur. Elle me laissa entrer à contre-cœur, mais je remarquai qu'elle regardait nerveusement vers l'escalier, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un descende. La maison qui était autrefois notre foyer semblait étrangère. L'odeur était différente, un aftershave étranger et coûteux flottait dans l'air, mélangé au Chanel numéro 5 habituel d'Isabelle. Des meubles avaient disparu, mon fauteuil préféré du salon, le bureau antique de mon bureau, même la grande photo de famille de nos dernières vacances en Toscane. Les murs avaient des taches claires là où des tableaux avaient été accrochés. Où sont mes affaires? Demandai-je en parcourant la maison qui me devenait de plus en plus étrangère. Dans la cave, répondit-elle sans me regarder dans les yeux. Sa voix tremblait, et elle jouait nerveusement avec ses nouveaux bijoux coûteux. Je descendis dans la cave que j'avais transformée il y a des années en une salle de loisirs confortable, avec un petit bar et des fauteuils confortables. Mes livres, une collection soigneusement constituée de plus de 500 volumes sur l'architecture, l'histoire et la littérature, étaient rangés dans des cartons, comme s'ils étaient des déchets. Mes outils, avec lesquels j'avais rénové et embelli la maison,
étaient dans des caisses. Mes objets personnels, des photos de ma première épouse Marie, des souvenirs de notre temps ensemble, tout était emballé, étiqueté et empilé, comme si j'étais déjà enterré et oublié. Quand je remontais, Isabelle téléphonait frénétiquement dans le couloir. Je pouvais entendre des bribes, « Il est là. » Oui, il est vivant. Que devons-nous faire maintenant? Le plan a échoué. Elle termina l'appel brusquement quand elle me vit, mais pas avant que j'aie entendu un nom, Werner. À qui parlais-tu? Demandai-je directement. À Thomas. Il vient. Avec Sophie. Une demi-heure plus tard, mes deux enfants se tenaient devant moi, et je les reconnaissais à peine. Thomas, mon fils aîné, 36 ans, que j'avais financé à travers ses coûteuses études de médecine, pour qui j'avais acheté un cabinet dans le 6e arrondissement, pour qui j'avais travaillé des semaines de 60 heures pendant des années. Il portait un costume sur mesure de Hugo Boss et une Rolex submarinée qui coûtait au moins 8 000 €, un luxe qu'il n'aurait pas pu se permettre avec son revenu de médecin. Et Sophie, ma fille, 34 ans, pour qui j'avais acheté une maison à Caluire-et-Cuire quand elle s'était mariée, pour les enfants de qui j'avais ouvert des comptes d'épargnitude avec 50 000 € chacun. Elle portait des vêtements de créateur de Prada et des bijoux qui semblaient plus chers que tout ce qu'elle aurait pu se permettre avec son salaire d'enseignante à temps partiel. « Papa, » dit Sophie, mais sa voix ne sonnait ni joyeuse ni soulagée. Elle sonnait effrayée, coupable, prise en flagrant délit. « Les enfants, » répondis-je calmement, bien que mon cœur batte et que mes mains tremblent, je crois que nous devons parler. Thomas se racla la gorge et échangea un regard significatif avec sa mère. « Papa, nous nous sommes beaucoup inquiétés. Tu étais parti si longtemps, et nous pensions. J'étais dans mon bureau. Tous les jours. Comme je vous l'ai dit. Comme je le fais toujours. Mais tu ne répondais pas quand nous appelions, lança Sophie, mais ses yeux trahissaient qu'elle mentait. Elle n'avait jamais pu me regarder dans les yeux quand elle mentait, c'était déjà comme ça quand elle était enfant. Vous n'avez jamais appelé, répondis-je calmement mais fermement. Mon téléphone ne montre aucun appel manqué de votre part. Pas un seul en 6 mois. J'ai vérifié tous les journaux d'appel. Silence. Un silence inconfortable et lourd qui pesait sur nous tous. Je pouvais entendre le tic-tac de la vieille horloge du couloir que j'avais achetée il y a 20 ans comme cadeau de mariage pour Isabelle. Papa, recommença Thomas, sa voix sonnant maintenant professionnelle, comme celle d'un médecin annonçant un mauvais diagnostic à un patient, peut-être devrais-tu te reposer. Tu as l'air fatigué. Confus. Peut-être une démence débutante ou un autre problème neurologique. Confus, répétai-je, et pour la première fois ma voix devint tranchante et forte. Thomas, je ne suis pas confus. Je ne suis pas dément. Je sais exactement ce qui s'est passé ici. Je sortis les copies des documents que François m'avait donnés et les posai sur la table basse. Pouvez-vous m'expliquer cela? Isabelle devint encore plus pâle. Thomas et Sophie échangèrent un regard paniqué, comme des enfants pris en train de voler. Papa, dit Sophie lentement, sa voix d'enseignante qu'elle utilisait pour calmer les élèves difficiles, nous pouvons expliquer. J'écoute. Tu étais si stressé ces derniers temps. Si absent. Tu ne nous parlais presque plus. Nous pensions que tu avais besoin d'aide pour gérer tes finances. Alors vous avez décidé de me faire déclarer mort? Non, cria Thomas, mais sa voix se brisa. C'était juste, une précaution. Au cas où il t'arriverait quelque chose, nous voulions nous assurer que tout soit en ordre. Et l'argent? Les 650 000 € que vous avez pris de mes comptes. Encore le silence. Cette fois plus long. Je pouvais entendre qu'Isabelle respirait difficilement, que Thomas faisait nerveusement tinter ses clés. C'était des prêts, balbutia finalement Isabelle. Nous voulions les rembourser dès que. Avec quel argent? Vous avez vendu ma maison. Pas encore vendue, corrigea rapidement Thomas. Juste, mise en vente. Au cas où. Je regardais ma famille, ces gens pour qui j'avais travaillé toute ma vie, que j'avais aimé et soutenu, à qui j'avais tout donné, pour qui j'avais fait des heures supplémentaires, sacrifié des vacances et risqué ma santé, et je réalisais que je ne les connaissais pas du tout. Ils étaient devenus des étrangers,
des étrangers avec des visages familiers qui avaient porté un masque. « Vous voulez vous débarrasser de moi, dis-je doucement, mais chaque mot était clair et distinct. Vous voulez mon argent, ma maison, mon entreprise, mais vous ne me voulez pas. Papa, ce n'est pas vrai, commença Sophie, et maintenant de vraies larmes coulaient, mais je ne savais plus si c'était par remords ou par peur des conséquences. Si, c'est vrai. Et vous savez quoi? Vous avez fait une grosse erreur. Je me levai et me dirigeai vers la porte. Je suis encore vivant. Et je vais me battre. Dans les semaines qui suivirent, ma vie devint une guerre. Mais c'était une guerre que j'allais gagner, parce que j'avais quelque chose que ma famille avait perdu, l'intégrité, l'honnêteté et la vérité de mon côté. François et moi travaillions jour et nuit comme une équipe parfaitement rodée. Nous rassemblions des preuves, analysions des documents, interrogions des témoins, vérifions des relevés bancaires et des vidéos de surveillance. Ce que nous découvrîmes était encore plus grave et calculé que je ne l'avais pensé. La conspiration avait commencé il y a plus d'1 an. Isabelle avait secrètement consulté un avocat pas François, mais maître Jean Dubois, un avocat à la réputation douteuse, connu pour ses solutions créatives et sa volonté de franchir les limites éthiques. Elle avait systématiquement appris comment me faire déclarer mort sans que je m'en aperçoive. Le plan était diaboliquement simple et psychologiquement raffiné, m'écarter lentement de la vie familiale, me pousser à passer plus de temps au bureau, m'isoler des amis et des contacts sociaux, puis prétendre que j'avais disparu après le voyage à Prague. Avec le faux testament, ils hériteraient de tout, et je disparaîtrais simplement. Pierre, dit François un matin quand nous nous rencontrâmes dans son bureau, j'ai de très bonnes nouvelles. La police a ouvert une enquête. Falsification de documents, escroquerie grave, faux en écriture, tentative de captation d'héritage sont des crimes graves. Le commissaire Martin, aucun lien de parenté avec vous, je suppose dirige personnellement l'enquête. Et que se passe-t-il maintenant? Maintenant nous leur montrons ce qui arrive quand on sous-estime un homme qui a travaillé honnêtement toute sa vie et qui a le système judiciaire français de son côté. La première étape fut de geler immédiatement tous les comptes bancaires. François demanda une ordonnance de référé au tribunal de grande instance de Lyon, et en 24 heures, Isabelle, Thomas et Sophie ne purent plus retirer un centime de mon argent. Leurs cartes de crédit furent bloquées, leurs dépenses prévues stoppées. La deuxième étape fut d'arrêter la vente de la maison. C'était plus compliqué, mais François trouva un moyen. Puisque le testament était clairement falsifié, Isabelle n'avait aucun droit de vendre la maison. L'agent immobilier retira immédiatement l'offre après avoir compris la situation juridique. La troisième étape fut la plus difficile, je devais prouver de manière irréfutable que j'étais vivant tout le temps et que je menais une vie normale et active. Heureusement, j'avais des alliés que je n'avais pas attendus. Madame Kowalski, la femme de ménage de 58 ans de mon immeuble de bureau, une femme honnête et travailleuse de Pologne qui vivait en France depuis 10 ans et me voyait tous les jours, confirma à la police, Monsieur Dubois était toujours là. Tous les matins à 7 heures, tous les soirs tard. Parfois je lui apportais du café quand il avait l'air trop fatigué. C'était un homme bien, toujours aimable. Monsieur Petit, le propriétaire du café, le Lyonnais, en face de mon bureau, où j'achetais tous les matins mon café et un croissant, avait des reçus détaillés de mes achats quotidiens. Sa caisse enregistreuse moderne stockait toutes les transactions électroniquement, et ma carte de crédit avait enregistré chaque jour à exactement 7h15 un petit paiement de 4,50 €. Même les caméras de surveillance du parking souterrain me montraient entrant et sortant quotidiennement. Ma BMW 5 série blanche, que je conduisais depuis 5 ans, était visible tous les jours aux mêmes heures le matin à 6h45 en entrant, le soir entre 20h et 22h en sortant. Ils ont essayé de vous effacer de votre propre vie, dit François pendant que nous examinions les preuves exhaustives, mais ils n'ont pas pu éliminer toutes les traces. Ils ont sous-estimé à quel point un homme honnête et travailleur est visible dans notre société. 3 mois plus tard, nous étions tous devant le tribunal. Le tribunal de grande instance de Lyon, un imposant bâtiment du 19e siècle qui respirait la justice et l'ordre. Isabelle, Thomas et Sophie d'un côté avec leur avocat maître Dubois, un homme louche aux cheveux gras et aux yeux nerveux qui feuilletait constamment ses dossiers. Moi de l'autre côté avec François, qui avait l'air calme et digne comme toujours,
ces dossiers parfaitement organisés. Le juge, M. Henri Bergeron, un homme de mon âge aux cheveux gris et aux yeux sévères mais justes, écouta toutes les preuves. Les faux documents, les relevés bancaires, les témoignages, les vidéos de surveillance, les données de localisation des téléphones portables. C'est l'un des cas les plus inhabituels et les plus choquants que j'ai vus en 30 ans comme juge, dit-il finalement, sa voix résonnant dans la vénérable salle d'audience. Une famille qui tente systématiquement de faire déclarer mort un membre vivant de la famille pour s'emparer de sa fortune. Ce n'est pas seulement de l'escroquerie, c'est une attaque contre les fondements de notre société et de notre système judiciaire. Isabelle pleurait, mais ses larmes semblaient jouer. Thomas fixait le sol, son arrogance avait disparu. Sophie tenait la main de sa mère, mais je pouvais voir qu'elle tremblait aussi. Le tribunal établit, déclara M. Bergeron d'une voix forte et claire, que M. Pierre Dubois est très vivant et que les documents présentés sont clairement et indubitablement falsifiés. Tous les virements de ses comptes sont déclarés illégitimes et doivent être entièrement remboursés. Mais ce n'était que le début de la justice. Dans les mois qui suivirent, François déroula complètement l'affaire, comme un détective expérimenté dans un polar complexe. Il découvrit que Thomas n'avait pas seulement utilisé l'argent pour sa prétendue extension de cabinet. Il avait des dettes de jeu massives de 180 000 € de l'argent qu'il avait perdu dans des parties de poker illégales dans l'arrière-salle d'un restaurant du 6e arrondissement. La police était déjà au courant de ces jeux, et le nom de Thomas figurait sur une liste de suspects. Sophie n'avait pas utilisé l'argent pour sa maison comme elle l'avait prétendu. Au lieu de cela, elle l'avait dépensé pour des voyages de luxe à Dubaï et New York, pour des vêtements coûteux de Versace et Prada, pour des bijoux de Cartier qu'elle cachait à son mari. Son mari Michel, un ingénieur honnête, ne savait rien de l'argent volé et fut choqué quand il apprit la vérité. Et Isabelle? Isabelle avait commis la tromperie la plus importante et la plus calculée de tous. Elle n'avait pas seulement un amant, un homme nommé Werner Schultz qu'elle avait rencontré dans une salle de sport coûteuse du 6e arrondissement. Elle lui avait dit qu'elle serait bientôt veuve, qu'elle serait très riche, qu'ils pourraient commencer une nouvelle vie ensemble en Espagne. Werner, un homme d'affaires divorcé sans emploi fixe, avait déjà repéré une villa luxueuse à Marbella qui coûtait 1,5 million d'euros. 40 ans de mariage, dis-je à François pendant que nous examinions les preuves choquantes. 40 ans, et je n'ai jamais rien soupçonné. Parfois nous ne voyons que ce que nous voulons voir, répondit-il sagement. Vous avez aimé votre famille, et vous avez supposé qu'elle vous aimait aussi. Cela fait de vous un homme bon, pas un naïf. Le procès pénal fut rapide et approfondi. Le commissaire Martin et son équipe expérimentée avaient fait du bon travail. Isabelle fut condamnée à 2 ans avec sursis, Thomas à 18 mois, Sophie à 1 an. Tous devaient rembourser intégralement l'argent volé avec intérêts et pénalités. Mais la vraie justice vint plus tard, comme un effet domino lent mais implacable qui détruisit leur vie. Thomas perdit son autorisation d'exercer la médecine. Le Conseil de l'Ordre des médecins lui retira sa licence après avoir appris sa condamnation. Aucun hôpital, aucun cabinet ne voulait embaucher un médecin condamné pour escroquerie grave. Il dut vendre son coûteux cabinet du 6e arrondissement pour payer ses dettes, et travaille maintenant comme simple vendeur dans une pharmacie pour 2 000 € par mois. Sophie fut quittée par son mari Michel quand il apprit toute la vérité. « Je ne peux pas vivre avec une femme qui a voulu voler son propre père », lui dit-il avant de demander le divorce. Elle déménagea avec ses 2 enfants dans un petit appartement de 2 pièces en banlieue et travaille maintenant comme caissière dans un supermarché. Les articles de luxe qu'elle avait achetés avec mon argent, elle dut tous les vendre. Isabelle perdit non seulement moi, mais aussi Werner. Quand il apprit que l'argent était volé et qu'elle avait été condamnée, il disparut aussi vite qu'il était venu. La villa à Marbella resta un rêve inaccessible. Isabelle vit maintenant seule dans un petit studio à Vénissieux et travaille comme vendeuse dans un magasin de vêtements bon marché. Et moi? Je vendis la maison à Caluire et Cuire. Trop de mauvais souvenirs, trop de mensonges dans les murs, trop de trahison dans chaque pièce. Au lieu de cela, j'achetai un bel appartement moderne de 3 pièces dans le 6e arrondissement, pas loin de mon bureau, avec un grand balcon qui offre une vue magnifique sur les toits de Lyon. Mon entreprise, Dubois et Fils, marche mieux que jamais.
Sans les prêts constants à ma famille, j'ai de nouveau du capital pour de nouveaux projets passionnants. Le projet de construction à la Pardieu fut un grand succès, et j'ai déjà 3 nouveaux contrats lucratifs. J'ai même embauché 2 nouveaux employés de jeunes gens talentueux qui travaillent dur et sont honnêtes. L'un d'eux, Stéphane, un architecte de 28 ans aux idées brillantes, je le considère presque comme le fils que je n'ai jamais vraiment eu. Parfois je pense à ma famille. Pas avec haine, mais avec une profonde tristesse mélancolique. Ils avaient tous une belle maison, la sécurité financière, un père et mari qui les aimaient inconditionnellement et qui auraient pris soin d'eux. Mais ce n'était pas assez pour eux. Ils voulaient plus, et dans leur cupidité ils ont tout perdu. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une longue lettre manuscrite de Sophie. Son écriture était la même qu'avant, quand elle me dessinait des images et m'écrivait de petits poèmes quand elle était enfant. Elle s'excusait longuement et demandait pardon. Elle écrivait qu'elle avait fait une terrible erreur, qu'elle me manquait, que ses enfants demandaient constamment après leur grand-père. J'ai lu la lettre plusieurs fois, réfléchissant soigneusement à chaque mot. Je n'ai pas encore répondu. Peut-être un jour. Le pardon est possible, mais la confiance doit être reconstruite, et cela prend du temps. Beaucoup de temps. Mais j'ai trouvé une nouvelle famille authentique. Madame Kowalski est maintenant non seulement ma femme de ménage, mais aussi une bonne amie de confiance. Elle cuisine merveilleusement pour moi, nous parlons de la vie, de sa famille en Pologne, de mon passé et de mon avenir. Monsieur Petit et moi jouons aux échecs tous les dimanches dans son café confortable, et il m'a aidé à retrouver confiance en l'humanité. Mes employés m'invitent régulièrement à leurs fêtes de famille, et je suis même devenu le parrain du nouveau-né de Stéphane. Ces gens merveilleux m'ont montré que la famille ne consiste pas seulement en liens du sang. La famille, ce sont les gens qui vous respectent, qui sont honnêtes avec vous, qui ne vous aiment pas pour votre argent, mais pour la personne que vous êtes. Aujourd'hui, 1 an après cet appel fatidique de François, je suis assis dans mon nouvel appartement et regarde par-dessus les toits de Lyon. Le soleil se couche, et la ville brille d'une lumière dorée et chaude. La basilique de Fourvière se dresse majestueusement dans le ciel, et je peux voir les Alpes enneigées au loin. J'ai 65 ans, je suis en bonne santé, je suis financièrement sécurisé, et je suis libre. Libre des gens qui ne me voyaient que comme une source d'argent. Libre de l'illusion d'une famille qui n'a jamais vraiment existé. Libre de vivre ma vie selon mes propres règles et valeurs. Parfois le plus grand gain dans la vie n'est pas ce qu'on obtient, mais ce qu'on abandonne. J'ai abandonné une famille qui m'a trahi, et en échange j'ai trouvé des gens qui m'apprécient et me respectent vraiment. Et si vous vous trouvez jamais dans une situation similaire, si vous réalisez que des gens ne font que vous exploiter, alors souvenez-vous de mon histoire. Vous avez le droit de vous battre. Vous avez le droit à la justice. Et vous avez le droit à une vie où vous êtes respecté et apprécié. Car au final, le plus important ce n'est pas l'argent ou la maison ou les titres. Le plus important c'est la dignité. Et personne ne peut vous l'enlever sauf si vous le permettez. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti l'importance de se battre pour sa dignité, alors laissez un like. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que Pierre a fait ce qu'il fallait? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Vos histoires m'intéressent. Pour la prochaine histoire incroyable, cliquez sur la vidéo à gauche.